Salut tout le monde, c'est Invest Louis. Aujourd'hui, on va apprendre l'analyse technique sur les marchés financiers. Que vous soyez un trader débutant ou avec de l'expérience, nous allons aborder énormément de concepts qui vont vous être utiles pour votre trading. Je tiens à préciser que chaque trader a sa propre stratégie et que certains concepts ne vous correspondent peut-être pas. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se rend directement sur les graphiques. Avant d'analyser en profondeur un graphique, il va falloir comprendre ce que signifie une bougie japonaise. D'accord ? On en voit ici des bougies haussières en bleu, des bougies baissières en noir. Pour cela, je vous ai préparé un petit schéma. Chaque bougie a un plus bas, un plus haut, une ouverture et une clôture. De temps en temps, sur certaines bougies, il arrive que vous n'ayez pas de plus bas ni de plus haut et qu'en fait, c'est juste un plus bas ou un plus haut. Si on prend l'exemple d'une bougie haussière, le marché a ouvert à ce niveau-là. Ensuite, il a poussé le prix, par exemple, jusqu'à ici. Il aurait pu retourner un peu plus bas, puis un peu plus haut, et puis finalement finir sa journée au niveau de clôture. Le plus haut, qu'est-ce que ça signifie? C'est le prix le plus haut où les acheteurs ont poussé le marché, d'accord? Où ils ont dominé le marché, ils ont poussé le marché à ce niveau-là, et il y a eu les vendeurs qui sont venus reprendre un peu de force pour faire rechuter le marché. Mais dans sa globalité, le marché reste haussier. Pareil, si je vous prends l'exemple d'un plus bas, c'est-à-dire que les vendeurs sont venus pousser le marché jusqu'à ici, mais que les acheteurs ont repris un peu de force et ont réussi à faire remonter le marché dans leur sens. Si on inverse tout simplement et on prend une bougie baissière, c'est la même chose sauf que c'est juste inversé. On a le prix d'ouverture ici, donc les vendeurs ont ouvert le marché ici. On a eu un plus bas, donc les acheteurs ont repris de la force, mais les vendeurs ont repris le marché. À ce moment-là, le prix a chuté. Il est allé jusqu'au plus haut de la bougie baissière, donc en gros, ça signifierait un plus bas. Le marché a été redominé un peu par les acheteurs, mais on finit globalement sur un marché baissier. Donc si on se rend sur un graphique et que je prends cette bougie ici, on le voit très bien. Les acheteurs ont poussé le prix jusqu'à ce niveau-là. Finalement, les vendeurs ont repris possession du marché et ont fait chuter le marché jusqu'à ce niveau-là pour finir tout simplement sur une clôture ici. Voilà. Donc ça va vous servir surtout quand on va aborder toutes les zones de prix pour savoir est-ce que le marché va être dominé par la suite par les acheteurs ou les vendeurs. Les bougies japonaises sont aussi liées à quelque chose de très important, ça s'appelle les unités de temps. Les unités de temps vont tout simplement définir votre stratégie de trading, d'accord? Est-ce que je vais aller regarder sur des unités de temps assez hautes pour avoir des positions sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, ou plutôt des unités de temps assez basses pour avoir des positions plus courtes? Donc juste pour vous montrer un exemple, ici, le marché est en daily, c'est-à-dire que chaque bougie égale à un jour. Vous voyez, si je prends cette bougie-là, on voit qu'on est le vendredi 23 janvier. Le week-end, le marché est fermé. Donc si on passe à la bougie suivante, on est le lundi 26 janvier. D'accord? Chaque bougie égale à un jour. Si je passe en 4 heures, ici, hop, vous voyez, le marché n'est pas du tout pareil. Chaque bougie égale à 4 heures. Là, il est jeudi 19 mars à 14 heures. Et je passe ici, il est jeudi 19 mars à 18 heures. Ensuite, vous devez comprendre quelque chose sur les unités de temps, c'est que le marché il est fractal. Donc, vous devez toujours avoir 3 unités de temps quand vous analysez un marché. D'accord? Une unité de temps où vous allez regarder tout simplement la tendance globale, donc c'est ce dont on va parler après. Ensuite, vous allez avoir une unité de temps qui va être au milieu, qui va être une unité de temps d'analyse, avec des zones clés. Et ensuite, une unité de temps d'analyse et de prise de position. Si mes prises de position sont en 4 heures, il faut que je regarde en daily et en weekly qu'est-ce qui se passe sur le marché. À ce moment-là, on va être plus sur du swing trading. Ensuite, c'est la même chose. Si je prends mes positions en H1, donc en 1 heure, il faut que je regarde en 4 heures et en daily. Si je prends mes positions en M15, il faut que je regarde en H1 et en H4, etc., jusqu'à arriver par exemple à du 1 minute. Mais avant de faire une analyse complète, on doit aussi définir la tendance. La tendance, c'est est-ce que je suis sur une tendance haussière, baissière ou neutre? Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de théorie de dos. Qu'est-ce qu'on voit sur une tendance haussière? On voit qu'on a un plus haut, d'accord, suivi d'un plus bas, mais que sur l'étape suivante, on a le plus haut, le premier, qui est plus bas que le deuxième. Donc, c'est-à-dire que au fur et à mesure, le marché monte. D'accord? On le voit ici, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc, pour prendre un exemple sur USDJPY, donc c'est-à-dire le dollar américain vs le yen japonais,
Là, on voit que la tendance est complètement haussière. On le voit, hein, le marché fait que monter de plus en plus. On a un plus bas qui est ici. Si on prend le prochain plus bas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il est plus haut que le précédent. Donc, ça définit bien la tendance haussière. Et le plus haut, si on prend et qu'on le décale au suivant, bah finalement, il est plus haut. D'accord? Donc, une tendance haussière, ça se définit tout simplement comme ça. Maintenant, on va parler d'une tendance neutre. Une tendance neutre, c'est-à-dire que les niveaux de haut et de bas sont tout simplement au même niveau. Par exemple, si on continue sur notre petit exemple, on a ici des niveaux qui sont complètement similaires en termes de niveau. Regardez, si je prends ce carré là, hop, qu'est-ce qu'on voit? Les hauts sont à peu près à la même hauteur, les bas sont à peu près à la même hauteur. Donc là, on est dans une tendance neutre. Donc souvent, c'est-à-dire que le marché, on a les acheteurs et les vendeurs qui se battent, et au bout d'un moment, hop, on a les acheteurs ou les vendeurs qui vont dominer le marché, et donc on partira sur un changement de tendance. Si on prend un exemple sur les graphiques pour la tendance baissière, on voit très bien que on a un plus bas ici, d'accord, qui va être à peu près à la même hauteur que celui-là, mais d'un coup, la tendance baissière se dessine bien parce que les plus bas, regardez, sont de plus en plus bas. On le voit ici. Et au final, qu'est-ce qui se passe du côté des plus hauts? On a des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Voilà. Donc là, on est bien sur une tendance baissière qui se dessine au fur et à mesure. Donc dans les premières choses qu'on vient de voir, il faut comprendre quelque chose. Un marché peut être haussier, peut être baissier et peut être neutre. Et souvent, qu'est-ce qu'il fait? Le marché, quand il monte, il redescend pour remonter plus haut. Et inversement, quand le marché est baissier, le marché tout simplement descend, remonte un tout petit peu pour descendre de plus en plus bas. Maintenant, il est important de définir les zones de prix qui sont importantes pour le marché. À quel niveau le marché peut se retourner? À quel niveau il peut continuer à la hausse ou à la baisse? Pour ça, je vais vous montrer un exemple très simple. Après, on se mettra bien sûr avec les bougies japonaises. On va avoir le marché, par exemple, qui monte ici. Le marché va rebondir sur un niveau clé, remonter ici, se faire rejeter, hop, et finalement peut stagner comme ça, ou d'un coup casser ce niveau-là et rebondir pour aller plus haut. Sur cet exemple, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit que le marché est venu plusieurs fois sur cette zone-là, d'accord? Ce qui est une zone de prix, par exemple, si on le prend sur le côté, des 2,02. Donc zone clé, par exemple, sur Euro-NSD. À ce moment-là, le prix rejette toujours ce niveau-là, repousse à la hausse, mais se fait rejeter par un nouveau niveau de prix, qui est le niveau de prix des 2,04 sur Euro-NSD. À ce moment-là, on va parler de résistance. Au bout d'un moment, les acheteurs vont peut-être dominer le marché un peu plus et pousser le prix vraiment à la hausse, ce qui va permettre de casser la résistance, donc le niveau clé, pour continuer au final, tout simplement, son marché haussier. D'accord? Et ça aurait pu être l'inverse, c'est-à-dire que le marché aurait pu rejeter la résistance, les vendeurs redominent le marché, hop, cassent ce niveau de prix pour aller chercher un marché plus bas. Si on prend un exemple ici, on va chercher tout simplement des niveaux qui sont intéressants. On le voit ici, ce niveau-là, hop, si on prend cet exemple-là, on voit ici que le marché a un niveau de prix très intéressant au niveau des 2,04 500 sur Euro-NSD. Pourquoi? Tout simplement, sur le support, on a plusieurs touches, au minimum 3. Alors, je précise aussi sur cette phrase au minimum 3, très souvent, on me dit j'ai 3 mèches l'une à côté de l'autre, ça fait un support ou une résistance. Non, il faut vraiment que vous ayez une logique de vision. Là, on le voit très bien, le marché a rejeté plusieurs fois. D'accord? Finalement, il n'arrive pas du tout à casser ce niveau de prix. Par contre, au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Les vendeurs ont pris possession, ont fait chuter le marché, et les acheteurs essaient toujours de récupérer ce niveau de prix, mais ils n'y arrivent pas. Vous voyez le nombre de touches qu'il y a? Donc là, on sait que c'est un niveau clé qui est de temps en temps support, parce que le prix rebondit dessus, et de temps en temps résistance, parce que le prix n'arrive pas à casser à ce niveau-là. Par exemple, je peux en dessiner un autre niveau ici. Si on le voit ici, ce niveau, regardez. Ici, c'est un niveau très correct. Pourquoi? Parce qu'il est venu rejeter plusieurs fois, ici, tac, une troisième et quatrième fois ici, et au final, il a réussi à casser ce niveau-là, et tout simplement faire chuter le marché au fur et à mesure. Donc là, on voit bien que le marché a rebondi, hop, est venu casser ce niveau prix, a rebondi plusieurs fois,
à chuter, etc., etc. Donc là, on a une logique. On voit où ce que le marché se situe. Donc, on a un niveau de prix très intéressant au 2,01, un niveau de prix très intéressant au 2,04, 2,04 500. Donc, on sait que la prochaine fois qu'on va arriver sur ces niveaux-là, ça risque soit de rejeter les acheteurs ou tout simplement de casser le prix pour aller chercher des plus hauts. Bien sûr, je tiens à préciser quelque chose de très important. Quand vous tracez un support ou une résistance, vous pouvez sélectionner avec le petit outil ici sur TradingView. Vous devez tout simplement bien prendre les mèches en compte. Hop, là. Vous voyez, ici. Hop, je peux même tirer un peu plus par rapport à celle-ci. Juste pour faire une parenthèse, quand vous prenez une position, chez les débutants, je le vois très souvent, et bien souvent, la limite de perte, on la met dans la zone de support et de résistance. Et donc forcément, le marché de temps en temps vient juste chercher un peu de liquidité avant de rechuter vers le bas. D'accord? Alors toujours mettre vos stop loss au-dessus de la résistance ou du support. D'accord? Et vous voyez par exemple, là la mèche, si je zoome, elle serait pas venue me chercher mon stop loss et du coup forcément la position se serait bien déroulée. Ça c'est vraiment une petite parenthèse mais qu'on verra dans d'autres vidéos bien sûr. On va essayer de mettre maintenant tout ça en place. Donc on va faire comme si j'étais un swing trader. Rappelez-vous, si on reprend le tableau des unités de temps, si je veux prendre des positions en H4 qui est souvent pris par les swing traders, je vais regarder mon marché en weekly. Le marché en weekly, on le voit très bien, on est haussier. Tout simplement, le marché fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc pour la tendance haussière, bien sûr, il faut, comme les supports et les résistants, il faut une logique. Parce que souvent, on va me dire, ok, mais je suis allé tracer du coup la tendance haussière depuis ce niveau-là, et finalement, elle est comme ça la tendance. Oui, ça, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Sauf que si on zoome un peu plus, ici, tendance à ce niveau-là du plus bas, au final, quand le marché s'est créé, on l'aurait tracé comme ça. Donc la tendance, finalement, elle aurait été cassée. On aurait fait la même chose ici. Hop. Et finalement, le marché aurait été haussier. Donc, on doit tout simplement adapter en fonction de là où on est. Personnellement, là où je vois vraiment le début d'un nouveau marché haussier, ça va être à ce niveau-là, hop, et je vais aller tracer ma tendance ici. Sur la tendance, toujours, comme un support et une résistance, 3 points minimum. Donc, sur les 3 points, on a une touche ici, 2 touches ici, une nouvelle touche ici, donc on est à peu près à 4 touches au total. Et on le voit très bien, le marché a bien rejeté ce niveau-là, et ensuite, quand il l'a cassé, il est bien venu rechercher un peu tout simplement de liquidité avant de rechuter. Vous avez vu, j'ai pris tout simplement les mèches. Prenez toujours les mèches et pas les corps de la bougie pour tracer une tendance. Vous l'avez vu, ma tendance haussière, je l'ai tracée tout simplement. J'ai pris le point le plus bas en suivant une logique, une bonne diagonale, d'accord, jusqu'à tracer et finalement, on a eu un changement de tendance à ce niveau-là. Quand on a un changement de tendance, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on trace tout simplement sa tendance baissière également. Et donc la tendance baissière c'est inversé, c'est tout simplement le point le plus haut en traçant dans une logique de point le plus bas. Hop. Là j'ai ma tendance baissière. On le voit très bien, le marché, la diagonale est baissière et tout simplement on voit bien sûr des plus hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc en daily, j'ai tracé ma tendance. Elle est quoi? Elle est tout simplement baissière. Est-ce que je peux tracer un canal de tendance? Donc un canal de tendance, c'est tout simplement faire un copier-coller et aller chercher une logique. Là, personnellement, on pourrait le faire parce qu'en soi, on voit une touche, 2 touches et presque une 3e touche. Personnellement, moi, je le fais pas. D'accord? Vous pouvez le faire au cas où. Mais on va le faire comme si on le prenait en compte. En daily, on a vu notre tendance, elle est baissière. Maintenant, le but, c'est de trouver au moins une ou 2 zones assez logiques où le marché est venu rejeter plusieurs fois. Là, on le voit ici, regardez. Si je prends cette zone-là, vous êtes tous d'accord avec moi, tac, que la zone a été rejetée plusieurs fois. On va dessiner une 2e zone. Et la 2e zone, on la voit ici, elle va être ici. Donc, dans une logique, là, même si vous êtes un trader débutant, vous pouvez vous dire, si le marché vient à casser ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il casse ma tendance baissière, plus ce niveau-là, le marché peut repartir à la hausse. Ou au contraire, si le marché chute et casse ce niveau-là, il peut aller chercher des niveaux plus bas. Et ensuite, on va se mettre en 4 heures. Et en 4 heures, là, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va analyser des zones clés et à ce moment-là, prendre position.
Parce que comme je vous le rappelle, le marché il est fractal. Si j'analyse en weekly, je prends mes positions en H4. Donc là, par exemple, je vais dessiner cette zone-là, ici. Là, ce qui serait compliqué, c'est qu'il y a, vu la liquidité qu'il y a sur le marché, ce serait assez compliqué de prendre toutes les mèches, ça nous ferait quelque chose comme ceci. Donc, ce ne serait pas cohérent. À ce moment-là, moi, ce que je vais attendre, c'est vraiment une cassure nette du niveau, avec vraiment une bougie qui va clôturer en dessous, d'accord, pour pouvoir shorter le marché. Vu qu'on est en tendance baissière, à ce moment-là, je vais tout simplement attendre ceci. Hop, hop, pour venir ici. Et dans l'autre scénario, donc l'autre hypothèse que j'ai mis en avant, on pourrait aller tout simplement venir ici, casser ce niveau-là, hop, et aller chercher plus haut. Donc là, ça pourrait être les deux hypothèses. Ensuite, on va voir deux indicateurs techniques que j'utilise personnellement, que vous pouvez utiliser aussi. Le premier indicateur, c'est les moyennes mobiles. Donc pour cela, vous allez prendre tout simplement votre indicateur ici sur TradingView. Vous allez taper Moving, voilà, Simple Moving Average, donc la moyenne mobile simple. À ce moment-là, on la voit apparaître ici. Vous pouvez double-cliquer dessus et mettre du coup la valeur que vous voulez sur la moyenne mobile. Paramètres d'entrée, vous mettez 100, 200, 20, 14, c'est comme vous voulez. Personnellement, quand vous faites du swing trading, il est intéressant d'utiliser la 200 et la 50 ou même la 100. Et plus vous descendez en unité de temps, plus normalement votre moyenne mobile tout simplement diminue. Souvent les scalpers, ils ont la 7, la 14, la 20, etc. Donc bien sûr, tout ça, c'est à vous de voir, d'analyser, d'accord, sur ce qui vous correspond. Personnellement, comme je vous ai dit, moi, j'ai la 100 et la 200. Pour éviter de vous embrouiller, je vais en enlever une. Voilà. On voit que quand la moyenne mobile est en dessous du graphique des bougies, le graphique monte. Quand la moyenne mobile est au-dessus du graphique, d'accord, des bougies, le marché chute. On le voit. En dessous, ça monte. Au-dessus, ça chute, etc., etc. Bien sûr, les moyennes mobiles, c'est un indicateur que vous devez mettre en complément à votre analyse. Tout à l'heure, on a dit qu'on était en tendance baissière. Ok. Donc, à ce moment-là, si je prends cette zone-là de résistance, d'accord? Ok, de résistance. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que le marché a cassé ce niveau-là, qui est important, qu'on a dessiné juste avant. Et on voit que la moyenne mobile est au-dessus. On sait très bien que quand la moyenne mobile est au-dessus, c'est-à-dire que le marché devrait chuter. On a une première confirmation, cassure d'un support qui devient résistance, ici. La moyenne mobile qui est au-dessus, donc on a deux confirmations pour shorter le marché. Et en plus, de manière générale, si on prend notre petite droite de tendance en 4 heures, ici, d'accord, on est en plus tout simplement baissier. Donc là, on a trois confirmations pour vendre le marché. Et on peut prendre la même chose ici, par exemple, tendance baissière en 4 heures. Hop. Ici, si je dessine bien, hop, on a un niveau clé qu'on vient de casser. La moyenne mobile est en dessous, donc il y a cassure de tendance baissière. On passe en tendance haussière. La moyenne mobile qui est en dessous, avec une résistance qui est cassée, qui devient support. Donc un achat largement possible. Donc à chaque fois, c'est... En fait, tout est lié. Vous devez prendre chaque chose, les lier entre elles et savoir qu'est-ce qu'elle vous indique sur le marché. Maintenant, on va voir autre chose qui s'appelle le RSI et ensuite on fera une analyse de A à Z sur un graphique. Le RSI, c'est le Relative Strength Index. C'est tout simplement un indicateur de force du marché. Pour cela, vous allez cliquer tout simplement sur RSI. Voilà, indice de force relative. Vous cliquez dessus. Il apparaît automatiquement en bas. D'accord, la fenêtre, vous pouvez la fermer et la réouvrir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a plusieurs zones. La zone des 30, la zone des 50 et la zone des 70. Quand le marché est en dessous des 30, on dit qu'il est en survente. C'est-à-dire que les vendeurs ont trop poussé le marché à la vente et qu'ils vont s'épuiser au bout d'un moment et que les acheteurs vont reprendre le contrôle. Et souvent, vous devez le complémenter avec des zones de support et de résistance. On le voit ici. On a une zone de survente. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Si on remonte tout droit, hop, on arrive sur un support en daily et le marché, vous avez vu, remonte. Rappelez-vous toujours du complément. Vous devez toujours complémenter avec ce que vous voyez. Là, cette fois-ci, on est en surachat, c'est-à-dire que les acheteurs ont poussé le prix
tellement haut qu'au bout d'un moment, ils vont s'épuiser, que les vendeurs vont reprendre le marché, que la force acheteuse commence à s'épuiser au-dessus des 70 et on arrive sur une belle résistance qui derrière fait quoi? Fait tout simplement chuter le marché. Les vendeurs reprennent de la force. Et ensuite, vous pouvez avoir d'autres confirmations avec les 50. Imaginons que je suis ici. D'accord? Je viens de casser un niveau, d'accord, de résistance et je viens tout simplement sur mon support. À ce moment-là, je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Eh bien, je regarde si mon RSI est au-dessus des 50. Oui. Donc à ce moment-là, c'est-à-dire que les acheteurs dominent le marché, donc vont pousser le marché à la hausse. Même chose ici, c'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai cassé un support important. Mon RSI est en dessous des 50, donc on sait que les vendeurs vont continuer à pousser le marché à la baisse. Bien sûr, le RSI change en fonction des unités de temps. On le voit très bien, le RSI est fait de cette façon en daily, puis en 4 heures, finalement, il change complètement. Pareil pour la moyenne mobile, on voit très bien, elle est courbée comme cela, alors que en 4 heures, elle est plutôt courbée à l'inverse. Ce qui est normal parce que les données ne sont pas les mêmes. On va voir une dernière chose sur le RSI, c'est les divergences. Vous pouvez double-cliquer dessus, ajouter, calculer la divergence et automatiquement, ça vous calcule les divergences. Sur le RSI, vous avez des divergences haussières et baissières. Une divergence baissière, c'est le fait que le graphique soit haussier, on le voit ici, de ce point-là à ce point-là, il est haussier. Et finalement, sur le RSI, il est baissier. De ce point-là à ce point-là, si on trace un trait identique, il est baissier. À ce moment-là, ça indique un fort retournement, ce qu'on appelle du coup une divergence baissière. Cette fois-ci, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir une divergence haussière. On voit que ce point-là est plus haut que celui-là, alors qu'ici, ce point-là est plus bas que celui-là. À ce moment-là, on voit une divergence haussière sur les RSI et le prix va changer de tendance et partir à la hausse. Tout ceci, il faut le voir, bien sûr, en complément. Ce n'est pas parce que vous utilisez que le RSI que le marché va vous donner raison. Vous devez tout combiner et c'est pour ça qu'on va passer au tableau des confirmations. Le tableau des confirmations, c'est tout simplement les questions que vous allez devoir vous poser quand vous allez trader. La première chose, c'est quelles sont mes confirmations par unité de temps. On va prendre l'exemple d'un actif. Par exemple, on va se rendre sur euro-USD. Donc, l'euro vs le dollar américain. On va regarder en weekly. En weekly, le marché, pour l'instant, est haussier. De manière globale, le marché est haussier. En daily, on voit que le marché a commencé à changer un peu de tendance. On le voit ici, là on a un plus bas qui a été créé et même le plus haut ici, finalement, le suivant a été plus bas. Donc on peut se dire qu'il y a un changement de tendance. On va tracer tout simplement notre zone ici, notre droite de tendance. Donc faites pas attention ici à cette mèche-là parce que c'est un gap d'overnight. Vous le verrez plus tard, c'est tout simplement l'ouverture du marché le dimanche à 23 h. Souvent, il y a des gaps par rapport aux ordres qui ont été placés le vendredi. Et forcément, de temps en temps, on a un petit gap comme ceci. Où on peut aussi, ça peut être lié aussi au spread, tout simplement, de l'ouverture du marché. Mais de manière correcte, la tendance, elle est comme ceci. Donc, on voit quoi? On voit que la tendance, elle est tout simplement baissière sur l'euro-USD en daily. Donc là, je sais que je suis haussier en weekly, mais je suis baissier en daily. Donc là, il y a un point pour la vente, un point pour l'achat. Si je me mets en 4 heures, qu'est-ce que je vois? Je vois que le marché est baissier. Donc là, j'ai 2 points pour la vente, un point pour l'achat. Maintenant, on va le combiner tout simplement à des zones intéressantes. Là, on le voit ici, la zone d'euro-USD, elle est très intéressante. Sur celle-ci, hop. Personnellement, je vois cette zone en weekly, on le voit très bien, hop, et on va prendre bien sûr la petite mèche ici, en daily, pardon. Je vois bien cette zone en daily, donc là, on a la zone euro-USD. Et ensuite, hop, je peux même le mettre ici sur ce niveau-là, d'accord, on le voit très bien, c'est une belle zone, sauf que moi, j'ai décidé tout simplement de le faire en 4 heures, c'est plus joli, c'est plus fin, et je me repère mieux sur tout simplement mon analyse. Là, on a quoi? On vient de casser une zone clé sur le 4 heures, donc c'est un signe de vente aussi. Donc pour l'instant, on est plus vendeur qu'acheteur sur euro-USD. On va le combiner avec tout simplement nos indicateurs. Donc on va commencer en weekly. On va regarder notre moyenne mobile. La moyenne mobile 100 est toujours en dessous et la moyenne mobile 200 elle est toujours en dessous. Donc on a deux
points acheteurs. On a 2 points en plus pour l'achat par rapport au weekly. Maintenant, si on se met en daily, ok, on a la moyenne 200 qui est au-dessus, donc plutôt marché baissier. Et même chose pour la 100. Donc là, pour l'instant, on est plus côté baissier. Pareil ici, en 4 heures, je vois que la 200 est au-dessus et la 100 vient de passer en dessous. Donc, elles se contredisent. Donc, pour l'instant, on a 2 points pour les acheteurs en weekly sur les moyennes mobiles, 2 points pour les vendeurs en daily et 1 point de partout. Donc là, on est assez égal. Maintenant, en weekly, je vais regarder mon RSI. Mon RSI, qu'est-ce que je vois? Ah, il y a une divergence baissière et il est en dessous des 50 en weekly. Ok, en daily, il est aussi en dessous des 50 et en 4 heures, bah, là, je vois qu'il y a une divergence baissière qui vient de se créer, même si on est au-dessus des 50. À ce moment-là, niveau technique, bah, tout simplement par unité de temps, j'ai plus de confirmation dominant par les vendeurs que les acheteurs. Est-ce que je peux rentrer en position? Bah, personnellement, moi, j'arrive sur une tendance baissière. Je vois que mon RSI, il y a une divergence baissière, donc ça fait 2 confirmations. Je vois que ma moyenne mobile de 100 est au-dessus, même si la 100 est en dessous. Ça fait 3 confirmations. Et puis, j'ai, comme je vous ai dit, la zone de résistance qui est ici. Donc, j'ai 4 confirmations pour rentrer tout simplement à la vente. À ce moment-là, je pourrais me dire, ok, le schéma me convient. On est sur une tendance baissière de manière générale. En 4 heures, on a une tendance baissière. J'ai plusieurs confirmations. Je peux rentrer sur le marché. Où est-ce que je place mon SL et mon TP? Et quel est mon plan de gestion? Donc à ce moment-là, il faut se dire, bah, imaginons que vous placez votre trade ici, d'accord? Et que vous allez chercher du coup un niveau plus bas qui est ici. À ce moment-là, je vais dire, bah, je place mon SL au-dessus de la résistance parce que dans tous les cas, je sais que si ma tendance est cassée, à ce moment-là, la tendance est inversée, ça veut dire que je me serais trompé. Comment je vais gérer ma position? Eh bien, je vois qu'à ce moment-là, j'ai un niveau, ici qui est intéressant. Parce que pourquoi? Parce qu'on est venu rebondir plusieurs fois. Hop, on l'a cassé. Finalement, on est revenu rebondir. À ce moment-là, je me dirais tout simplement, quand je suis venu chercher ce premier niveau, je vais peut-être sécuriser une partie de ma position. D'accord? Et déplacer mon SL au prix d'entrée. Tout simplement pourquoi? Pour être en sécurité et laisser le trade couler. Voilà pour cette vidéo. On a vu à peu près pas mal de choses pour que vous puissiez commencer déjà à analyser des graphiques, d'accord? Sans forcément prendre de position, mais pouvoir vous entraîner. C'était Invest Louis. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo.